La Russie est restée à l'écart du monde pendant des années. Aujourd'hui, elle dévoile des lieux longtemps restés secrets. Au sud-ouest, s'étend le Caucase. C'est une région ramassée avec une faune et une flore abondantes. Ici, les espèces les plus diverses cohabitent. Des sommets enneigés côtoient des déserts arides, chacun abritant une faune bien particulière. Le Caucase est une barrière qui se dresse entre l'Europe et l'Asie. La Russie s'étend sur 11 fuseaux horaires et 2 continents. C'est un pont entre l'Orient et l'Occident. Elle compte 140 millions d'habitants répartis sur un territoire en grande partie inhospitalier ou inaccessible. Coincé entre la mer Noire et la mer Caspienne, le Caucase est grand comme la Californie. On y trouve des climats très variés et toutes sortes d'animaux. Sommets verdoyants et hauts pâturages, steppes arides et dunes de sable s'effacent pour laisser la place à des montagnes abruptes. Les paysages du Caucase n'ont rien à envier au reste du monde. Dans les montagnes verdoyantes du nord vit un adepte des hauts sommets. Le chamois du Caucase est un animal endémique de la région. Cette sous-espèce du chamois européen est à l'aise sur les terrains escarpés. Il atteint une vitesse de pointe de 50 km/h et fait des bonds de 2 mètres. La taille de ses poumons compense la rareté de l'oxygène en altitude et son système sanguin est adapté à des températures glaciales. Mais l'abattage des arbres, le braconnage et les incendies de forêt menacent une population déjà réduite. Les rescapés se réfugient dans les endroits les plus inaccessibles, à 2500 mètres d'altitude, là où peu de monde ose s'aventurer. Ils ne sont pas les seuls à braver ces sommets abrupts. Le chamois partage les pics enneigés avec le bouquetin du Caucase. Sur les pentes instables, les mâles se préparent pour la période du rut. La majeure partie de l'année, les mâles vivent à l'écart, perchés en haut des falaises rocheuses. Les femelles restent en contrebas. Avant d'aller les rejoindre, les mâles s'affrontent pour déterminer qui sont les dominants. Leurs imposantes cornes grandissent tous les ans et peuvent atteindre jusqu'à 90 cm.
Les végétaux dont ils se nourrissent ne leur fournissent pas certains minéraux indispensables. Ils se les procurent en mangeant la terre à certains endroits. Bientôt, ils descendront retrouver les femelles. Il leur faudra parcourir les flancs dénudés de la montagne. Les femelles et les jeunes vivent à proximité des vallées boisées. Le groupe repère un danger et prend la fuite. Ce sont deux ours bruns de Syrie, à la recherche de nourriture. Reconnaissable à son pelage clair, l'ours brun de Syrie est le plus petit des ours qui peuplent le Caucase. La chasse a décimé les populations. Même dans les hautes montagnes, ils ne sont pas à l'abri des braconniers. La chaîne du Grand Caucase offre une multitude de pâturages et de forêts, ainsi que des paysages à couper le souffle. Plus de 2000 glaciers recouvrent les hautes vallées. Les montagnes s'étendent sur près de 1500 km du nord-ouest au sud-est. Certains pics culminent à plus de 5000 mètres et influencent le climat de la région. Les nuages qui se forment au-dessus de la mer Noire montent vers les sommets. Coincés par la barrière rocheuse, ils déversent 4500 mm de pluie par an, soit 7 fois plus qu'à Londres. Un des versants est sec et désolé, l'autre est luxuriant. Plus de 6500 variétés de plantes prospèrent ici. Un quart d'entre elles ne poussent nulle part ailleurs. Les ours savent tirer profit de ces ressources. Ils vivent principalement dans les forêts, mais vont chercher leur nourriture dans les prairies fertiles. Ils sont essentiellement herbivores. À mesure qu'ils descendent, le paysage devient plus boisé et plus vert. Un ours brun qui stocke de la graisse pour l'hiver peut manger jusqu'à 40 kg de nourriture par jour. Différentes espèces d'ours bruns se partagent cet immense territoire. Mais les populations sont menacées. Chasseurs et bûcherons ne sont jamais loin. Aujourd'hui, moins de 3000 ours survivent dans la région. Les forêts humides du nord-ouest qui abritent les ours et suscitent la convoitise des bûcherons regorgent de conifères, de châtaigniers, de chênes et de hêtres. Sous cette immense canopée traversée par les rayons du soleil, se cache un champ de bataille. Les sangliers, qui sont présents dans toute la chaîne du Grand Caucase, règlent les conflits au cours de combats. Ceux-là se battent pour une femelle. Ces animaux d'une grande puissance peuvent peser jusqu'à 350 kg. Les dagues affûtées qui entourent leurs groins sont des armes redoutables. Les combats peuvent durer 20 minutes et causer de sérieuses blessures, mais il y a toujours un vainqueur. Plus loin, un mâle solitaire vient chercher la compagnie des femelles. Il a gagné le droit de s'accoupler. Les lais vivent au sein d'une harde qui peut regrouper plus de 30 individus.
On y trouve une femelle dominante et des petits d'âge variable. Pendant le rut, le sanglier dominant peut s'accoupler avec pas moins de 8 laits. Au-dessus, dans les arbres, un jeune pivert réclame à manger. Ses parents se partagent la tâche. Ils régurgitent la nourriture. Dès qu'il a avalé, le jeune réclame à nouveau. Tout autour, les forêts humides et les prairies voient naître une grande variété de plantes que l'on retrouve souvent dans les jardins européens. Mais cette biche et son petit ne sont pas ici pour le décor. Ils sont venus brouter. Leur espèce aussi est menacée. Sur l'autre versant, du côté géorgien, ils sont protégés. Sur le versant russe, ils sont une proie idéale pour les chasseurs. Mais tous les chasseurs ne sont pas armés. Le lynx d'Eurasie est le plus grand des lynx. On en dénombre 30 000 en Russie. C'est plus que n'importe où ailleurs dans le monde. Pas très rassurant pour cette biche et son faon. Mais pour l'instant, cette jeune mère ne chasse pas. Elle emmène ses petits de 6 semaines faire leur première sortie. Que ça leur plaise ou non. Ils n'ont encore jamais quitté leur tanière et sont pressés d'explorer les alentours. Les portées sont généralement de 2 petits. La mère ne devrait pas avoir de mal à les élever. Pour l'instant, ils sont inoffensifs. Dans 1 an, ce seront des tueurs redoutables. Et leur repas ressemblera à ça. Jusqu'à présent, ils n'ont connu que le lait. Leur mère va les allaiter encore 3 ou 4 mois avant de les habituer à la viande et leur apprendre à chasser. Elle les élèvera seule. Et à 1 an, ils partiront. Les mâles ne jouent aucun rôle dans l'éducation des petits. Grâce aux touffes de poils au bout de leurs oreilles, ils perçoivent le moindre bruit. Des taches de camouflage commencent à apparaître sur leur fourrure. Dès l'âge de 11 mois, ils seront difficiles à repérer. Tandis que les petits jouent, la mère monte la garde ou guette une proie éventuelle. D'habitude, le lynx chasse à l'aube ou au crépuscule. Mais lorsqu'elle allaite, la femelle chasse aussi le jour car elle doit manger plus. Les lynx ont une ouïe phénoménale qui leur permet de détecter un frémissement à plus de 60 mètres. Et grâce à leur vue perçante, ils repèrent une souris à 75 mètres. Ils n'ont aucun mal à tuer des cerfs, mais ils préfèrent des proies plus petites et plus faciles. Mais avec toutes ces paires d'yeux et d'oreilles à l'affût du moindre mouvement, il est difficile d'attaquer.
Si seulement la jeune mère pouvait s'approcher suffisamment des faons et des biches. Un autre jour. De toute façon, ce ne sont pas les occasions qui manquent, même si l'abattage des arbres et l'exploitation des terres transforment peu à peu la région. La superficie du Caucase n'est que de 440 000 km², mais la région est pleine de contrastes. À 400 km au nord-est, le relief s'aplanit. C'est la dépression caspienne. Le point le plus bas se situe à près de 30 mètres au-dessous du niveau de la mer. Dans cette immense prairie où il ne tombe que 300 mm de pluie par an, les points d'eau sont essentiels. Dans cet endroit où l'herbe s'étend à l'infini, vit un animal au museau bombé. L'antilope saïga. Son nez surdimensionné filtre la poussière et réchauffe l'air lorsque les températures baissent. Autrefois, elles étaient des millions à peupler ces prairies. Aujourd'hui, elles ne sont plus que 18 000. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique, elles sont à la merci des braconniers. Aujourd'hui encore, la médecine chinoise utilise leurs cornes sous forme de poudre pour lutter contre la fièvre. Mais des études ont montré que si l'espèce était protégée, la population pourrait augmenter de 60% en une seule année. Un jour, d'immenses troupeaux pourraient à nouveau paître ici. Tandis que les bousiers nettoient après le passage des antilopes saïga, la steppe de la dépression caspienne se couvre d'un rose printanier. Une mante religieuse s'installe sur son nouveau terrain de chasse. Parfaitement camouflée, elle guette les insectes qui viennent butiner. Un autre autochtone se faufile parmi les bruyères. Le hérisson à longues oreilles est à peine plus grand qu'un hamster. Un agame l'observe attentivement. C'est dans ce décor que va se jouer un petit drame. Malgré des efforts désespérés, cette sauterelle a peu de chances de s'en tirer. Elle sort vaincue du combat. Amputée de la seule patte postérieure qui lui restait, elle servira bientôt de repas à un autre prédateur. Le coléoptère est sauvé par sa solide carapace, tandis que la game se régale des restes. Guidé par son ouïe fine, le hérisson poursuit une autre proie. Quand on s'attaque à une scolopendre armée de crochets venimeux, il convient d'être prudent. Mais le hérisson parvient à éviter les coups potentiellement mortels de l'adversaire et gagne son déjeuner. Au sud, la terre est encore plus aride. On trouve des lacs recouverts de sel,
et de hautes herbes qui servent de cachette. La grue demoiselle mesure 90 cm et pèse à peine plus de 2 kg. C'est la plus petite des grues. Les oisillons doivent courir vite s'ils veulent rester à l'ombre de leur mère. Pendant ce temps, leur père attrape sa nourriture au vol. Ils se dirigent vers un point d'eau, ce qui dans cette région signifie un lac salé. Il ne faut pas espérer faire trempette ici. Avec des températures proches de 40 degrés, l'eau s'évapore et laisse place à une croûte de sel. La région est aride et inhospitalière. Sous un soleil de plomb, les parents pêchent des crevettes de saumure. Leur progéniture attend sur le bord, accablée par une chaleur étouffante. Dans cette région ramassée, inutile d'aller très loin pour voir le paysage changer radicalement. À 50 km au sud, la dépression caspienne fait place à un nouveau paysage, la steppe nord-caucasienne. Dans ces collines, des bergers font paître leurs moutons et leurs chèvres. Dans cette zone très sèche, des plantes poussent malgré tout. Les tortues mauresques profitent de la végétation et de la douceur du climat. Après l'hibernation, elles doivent recharger leur batterie. D'avril à mai, les mâles prennent des forces pour la saison des amours. La course se fait par étapes. Le mâle poursuit la femelle. Ensuite, il lui fait du rentre-dedans. Puis la course reprend de plus belle. Et pour finir, les coups redoublent. Après une course acharnée, le mâle obtient enfin ce qu'il voulait. Un seul accouplement peut donner lieu à plusieurs pontes de 3 ou 4 œufs. Mais la femelle n'a pas l'air impressionnée par l'offrande. Non loin de là, on aperçoit un paysage extraordinaire. Un désert miniature au milieu d'une oasis. À proximité des montagnes enneigées s'étendent 30 km² de dunes abritant une faune adaptée au microclimat de la région. Le Karakoum est un îlot désertique qui s'est formé au cours des siècles grâce au sable provenant de l'érosion des montagnes voisines. 2 agames à tête de crapaud s'affrontent. Ces reptiles bagarreurs sont toujours prêts à en découdre, même avec des serpents. Mais aujourd'hui, ils adoptent une autre stratégie.
C'est dans cet étrange habitat qu'on retrouve le hérisson à longues oreilles. Il chasse la nuit et aux heures les plus fraîches de la journée. Ses longues oreilles l'aident à réguler sa température corporelle. Il est plus élancé et plus rapide que son cousin européen et peut parcourir jusqu'à 9 km lors de ses parties de chasse. Pour survivre ici, mieux vaut rester sous le sable ou porter une carapace. Un frémissement de l'air annonce un danger. Les oiseaux s'accrochent tant bien que mal. Et ceux qui le peuvent se cachent. En été, les tempêtes de sable soufflent avec des vents à plus de 100 km/h. Les troupeaux ont peu de moyens de se mettre à l'abri. Certains s'enfouissent. La tempête s'évanouit aussi vite qu'elle est venue. La vie reprend. Mais à quelque chose malheur est bon. Non loin, sur les rochers escarpés, les vautours fauves font leur nid. Ils peuvent vivre 40 ans et sont fidèles à leur partenaire. Les femelles laissent rarement leur progéniture. C'est au mâle de rapporter les charognes. Un vautour fauve adulte peut planer pendant 7 heures en suivant les courants ascendants. Il chasse grâce à sa vue perçante et peut avaler 5 kilos de chair au cours d'un repas. Sur une dune, un aigle des steppes a trouvé une chèvre morte pendant la tempête. Malgré sa force, il risque de mettre du temps à ouvrir la carcasse. La charogne lui fera plusieurs repas, s'il parvient à la garder pour lui. Les pies ne tardent pas à arriver. Mais elle renonce. Les aigles, toujours plus nombreux, les découragent. Que ça lui plaise ou non, le premier arrivé ne dînera pas seul. Toute cette agitation alerte les vautours. Mais ils devront attendre que les aigles aient entamé la carcasse avant de pouvoir manger. S'ils tournoient trop longtemps, il ne leur restera rien. Un vautour mâle retourne au nid familial, l'estomac vide. Le bébé vautour affamé ne mangera pas aujourd'hui. À défaut de nourriture, la femelle procure de l'ombre à son petit. S'il survit,
À 4 mois, il planera dans le ciel comme ses parents. Pendant des milliers d'années, les troupeaux ont traversé cette région qu'on appelle le Daghestan. Ils ne sont pas les seuls. Une communauté bigarrée s'installe ici chaque été. Arrivés tout droit d'Afrique, les guêpiers d'Europe ont creusé des nids de près d'1,50 m de profondeur dans les parois d'une falaise sableuse. Ils viennent ici pour s'accoupler. Ils se font une cour bruyante dans les buissons. Même s'ils sont habitués à vivre en communauté, les mâles n'apprécient pas la concurrence. Ils peuvent avaler plus de 200 abeilles ou guêpes par jour. Ils assomment d'abord leur proie, puis ils la pressent pour en extraire le venin. Un insecte bien préparé, voilà le parfait cadeau à offrir à sa belle. Lorsqu'elle est repue, la femelle s'incline pour signifier à son partenaire qu'elle est prête. Une femelle peut pondre jusqu'à 10 œufs qu'elle place bien à l'abri au fond du nid. Les petits sont élevés par la communauté, ce qui est inhabituel. Un peu plus loin, dans les montagnes, se cache un étrange animal. L'orvet est un lézard d'1 m de long surnommé serpent de verre. Lorsqu'il est menacé, sa queue se casse comme du verre afin de provoquer la confusion chez l'ennemi. Ses oreilles et ses paupières trahissent son identité. Les serpents en sont dépourvus. Il a donc tout d'un lézard, excepté les pattes. Étrangement, certains sont ovipares, d'autres ovovivipares. À l'est de cette région, au paysage hétéroclite, se trouve la mer intérieure la plus étendue au monde, la mer Caspienne. Avec 422 000 km², elle dépasse la superficie de l'Allemagne. La côte occidentale réserve une surprise. À certains endroits, la terre bouillonne. Plus de 400 cratères de boue crachent du méthane. Ils sont situés le long d'une plaque tectonique, là où la chaleur s'échappe de la croûte terrestre. Ces mini-volcans laissent des traînées de boue qui durcissent au soleil. Plus loin, d'épais rideaux de roseaux abritent des chats des marais. Ces félins vivent de préférence sur des terres marécageuses. En Russie, on estime leur nombre à seulement 500. Celui-ci a aperçu des cailles.
La première s'envole et la seconde se réfugie sur l'eau. Le chat devra reprendre son expédition dans les roseaux à la recherche d'un autre repas. Il aura l'embarras du choix. Des millions d'oiseaux font une halte dans le Caucase au cours de leur migration. À 800 km de là, dans les montagnes boisées de l'Ouest, les animaux se préparent pour l'automne. Les sangliers ont engraissé. Et la harde a accueilli une nouvelle génération. À quelques semaines à peine, les jeunes montrent déjà une énergie qui laisse présager de l'agressivité dont ils feront preuve plus tard. Chaque mère peut donner naissance à une portée de 12 marcassins, mais beaucoup n'atteindront pas l'âge adulte et seront dévorés par des prédateurs. Ils ne seront allaités que 4 mois, mais ne quitteront pas le groupe avant la prochaine période de reproduction. Les mères reconnaissent leurs rejetons à leurs cris aigus. Mais si un petit ne retrouve pas sa mère, il s'accroche aux tétines de n'importe quelle femelle qui allaite. Quand ils se reposent enfin, les jeunes se serrent pour se tenir chaud car leur pelage n'est pas encore assez épais. Plus loin, dans les montagnes, une autre famille suit son train-train quotidien. Il y a 2 jours, la maman lynx a tué un chevreuil pour nourrir ses petits. La carcasse leur a déjà fourni plusieurs repas. Elle la ressort de sa cachette afin de profiter des restes. Les jeunes lynx affamés ne se font pas prier. Maintenant, âgés de 5 mois, ces apprentis chasseurs ont rarement droit au lait de leur mère. Depuis plusieurs mois, ils la suivent dans ses parties de chasse. Ils observent ses attaques éclairs et ses embuscades, puis se partagent les proies. Un lynx adulte avale jusqu'à 2,5 kg de viande par repas. Ce chevreuil lui procurera de quoi manger pendant encore quelque temps. Les jeunes resteront avec leur mère jusqu'au printemps. À 1 an, ils partiront pour se trouver un territoire à eux. Dès qu'ils ont fini, la mère met la carcasse à l'abri jusqu'au prochain repas. Elle recouvre soigneusement les restes pour éviter que d'autres habitants des bois ne viennent piller son garde-manger. De l'autre côté de la forêt, dans la réserve naturelle du Caucase occidental, un colosse survit sur les contreforts des montagnes. Le bison d'Europe. Ce vieux mâle solitaire pèse près d'1 tonne.
Autrefois, ces montagnes abritaient un grand nombre de bisons du Caucase, une sous-espèce du bison d'Europe. Mais le dernier spécimen sauvage a été tué en 1927. Des bisons obtenus par croisement dans un zoo ont été réintroduits dans la région. Ce petit groupe fait partie de leur descendance. Ces animaux rares et farouches sont difficiles à observer. Il faut parfois des jours avant de les localiser. Aujourd'hui, 500 spécimens environ peuplent ces montagnes. Menacée par la consanguinité, l'espèce a du mal à se maintenir. Et malgré les programmes de protection, ils sont encore la cible des braconniers. Heureusement, certains ont l'instinct de reproduction. L'urine dans laquelle ils se roulent fait office d'eau de toilette. Imprégné de cette odeur, il devrait être irrésistible. Il faudrait revoir la tactique d'approche. Mais toutes les montagnes du Caucase ne sont pas aussi accueillantes. Les imposants sommets découpés de la chaîne centrale sont aussi hostiles et inhospitaliers que la Lune. Très peu de plantes poussent ici, et on imagine difficilement que des animaux puissent survivre. Pourtant, certains y parviennent. Grâce à son agilité qui défie la gravité, la chèvre sauvage règne sur ces rochers. Elle ne connaît pas la peur du vide. C'est la saison du rut. D'habitude, les mâles vivent en groupe de 4 ou 5. Mais à cette époque, c'est chacun pour soi. Lorsqu'ils se défient, ils s'affrontent avec leurs longues cornes au cours de violents combats. Les femelles vivent en groupe d'une 50aine d'individus. Quand les mâles repèrent une femelle, ils l'isolent en effectuant une série de mouvements très étudiés. Ils la poussent, lui donnent des petits coups avec la tête et avec les pattes. Mais s'ils ne se dépêchent pas de conclure, d'autres saisissent l'occasion. Soudain, tout le monde entre dans la partie. Finalement, un des mâles saisit sa chance. La saison des amours est la seule période où les mâles et les femelles se retrouvent. Les mâles dominants s'accouplent avec de nombreuses partenaires. Ce jeu de course-poursuite à plus de 4200 mètres d'altitude dure un peu plus d'1 mois. Dans 5 mois, les femelles donneront naissance à des petits capables d'escalader les rochers dès le premier jour. Sur les plus hauts sommets, aucun signe de vie. Le manteau neigeux s'étend à perte de vue.
Par endroits, il atteint 7 mètres d'épaisseur. Ici, seul le souffle du vent et le grondement des avalanches viennent rompre le silence. Avec ses montagnes abruptes, le Caucase est la région russe la plus sujette aux avalanches. Elle dévale les pentes à 250 km/h. Elle représente une grande menace pour la faune qui vit en contrebas. Le Caucase est à l'image de la Russie. Une vaste étendue sauvage et méconnue. Une contrée pleine de mystères. Cette région secrète réserve bien des surprises. Une frontière qui se dresse entre l'Europe et l'Asie, c'est ça, le Caucase.